Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes vendredi 27 janvier pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, Frédéric Dabi, bonjour, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, La fracture aux éditions Les Arènes. Plus d'actualité que jamais. Voilà, je vais trouver la phrase. Alex Armand, journaliste politique. Votre chaîne Les Indécis, c'est une chaîne de débat politique sur YouTube et vous avez interviewé le ministre de la Santé, voilà. François Braun. François Braun qui est également dans Paris Match avec un portrait très sympa et on le voit même en train de boxer en short contre un sac de boxe. Moi j'ai toujours du mal à comprendre que les politiques se prêtent à ce genre de photos, mais bon, ça les rend plus humains certainement. Caroline Valentin, avocate au barreau de Paris, bonjour. Bonjour. Et Gaëtan Dussaucet, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour, on va revenir sur un sondage. On profite du fait que Frédéric Dabi soit là pour parler de notre balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. Qui représente le mieux la gauche? Tiens, je vous poserai la question à chacun en blind test. La France débordée par les demandes d'asile à l'approche de l'examen du projet de loi immigration. Et puis plusieurs mairies seront fermées mardi 31 janvier, dont la mairie de Paris. On en parle avec vous, mais on commence notre tour de table. Frédéric, aujourd'hui, 27 janvier. Oui, on ne parle pas politique, c'est le 40e anniversaire de la disparition de Louis de Funès. Je pense que ça parle à tout le monde. Titre personnel, c'est mon acteur comique préféré. C'est le plus grand comique français qui est à la fois fédérateur et intemporel. Il y a beaucoup de comiques qui ont un peu disparu du spectre de la mémoire des Français. Lui, absolument pas. Les Français n'ont pas oublié. Il y a une véritable nostalgie. Alors j'ai retrouvé, Valérie, un sondage IFOP JDD qui date d'il y a 10 ans pour les 30 ans de sa disparition. Il manquait à 74% des Français. Alors, ce n'est qu'un chiffre, mais ce qui est très très intéressant, il manquait plus au moins de 35 ans qui était très peu contemporain de Louis de Funès par rapport aux personnes plus âgées. Oui. Le film, on peut faire un tour de table, le film préféré des Français, c'était... La Grande Vadrouille. Exactement, La Grande Vadrouille, devant le Cornio, Rabbi Jacob, La Folie des Grandeurs. Donc 2 films sur 4 avec l'association absolument formidable avec Bourvil. Et puis... quand on demande qui est son héritier, qui l'a remplacé, une majorité des Français disaient personne, et c'était Christian Clavier. Alors peut-être le côté agitation des visiteurs, c'est beaucoup moins ma tasse de thé que Louis de Funès à titre personnel, sortait. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, et puis je passe un petit bonjour amical à Julia de Funès qui s'est fait un prénom et un nom au-delà du fait qu'elle soit sa petite fille, qui est une grande philosophe et spécialiste des questions liées au travail. Votre film préféré? Moi, je dirais La Folie des Grandeurs, parce que c'est extrêmement politique. Alors, on va écouter un petit extrait. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Moi, je dis souvent, je suis sondeur, je ne sais rien faire. Voilà, je suis ministre, je ne sais rien faire. Caroline, votre film préféré à vous? Moi, j'ai adoré Le Cornio. Et maintenant, ça va marcher beaucoup moins bien, effectivement. C'est incroyable. L'accident de voiture. Exactement. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il était musicien avant. Il a eu beaucoup de mal à émerger. Il a émergé vers 50 ans. Ça a mis très longtemps. 50 ans. Alors qu'il a un tel talent. Il a fait 200 petites apparitions. Il travaillait quasiment toute la nuit. Il a vraiment mangé du chien enragé, si je puis dire. Vous qui êtes, je ne sais pas lequel des deux, entre Gaëtan et Alex, est le plus jeune. On va dire que c'est moi, ça me fait plaisir. Non, moi, mon film préféré, Rabbi Jacob, j'avais adoré, mais la cuisse. Qu'ils ont repassé pendant les fêtes de Noël et qui a fait une audience incroyable. Le grand restaurant aussi. La cuisse, j'avais aimé la complicité entre Coluche et Louis de Funès, c'était vraiment gigantesque. Donc, mais c'est la présence de ces phrases en fait dans notre univers quotidien. Il est l'heure, monseigneur, ou j'y verrai voir Manon Mondi, des choses comme ça. On pourrait faire une heure, vous savez, Valérie. Non, je vais récidiver, évidemment, avec La Folie des Grandeurs également, et qui était un des films qui m'avait un peu marqué. En plus, c'est vrai qu'il y avait ce truc quand même avec Louis de Funès, que ça reste, indépendamment de l'acteur, c'est le film familial. C'est le film de fin d'année qu'on regarde pendant les festivités de Noël, et le moment où on se retrouve tout en famille et tout le monde rigole, quelle que soit la génération. Est-ce que c'est un humour qui touche encore aujourd'hui les plus jeunes? Oui, bien sûr. Oui. Bon, surtout quelle que soit la génération, le nombre de fois où on a vu le film. C'est ça qui est extraordinaire. On continue avec, je ne sais pas avec qui on va commencer. On va continuer avec Caroline, tiens. Sur un coup de gueule. C'est pas très gentil de me faire passer mon coup de gueule derrière. Après, je suis quelqu'un de sympathique, je tiens quand même à le dire. On le voit. D'habitude, mais là, mais c'est souvent là, je suis obligée de, une fois de plus, taper sur la tête de quelqu'un. En l'occurrence, ça va être sur celle de
Ségolène Royal, en fait, et Barbara Pompili, qui ont encore fait n'importe quoi en 2015, et ça nous retombe dessus aujourd'hui, par un mécanisme législatif que, dans les détails duquel je ne rentrerai pas, les néocotinoïdes sont interdites en France, et en France uniquement. Elles sont interdites nulle part ailleurs, avec des conséquences catastrophique sur la culture de la betterave, puisque les néocotinoïdes permettent qu'il n'y ait pas de pucerons, et s'il y a des pucerons, il n'y a pas de betterave. C'est insupportable. C'est à nouveau l'influence des écologistes. Parfois, on a d'autres influences des écologistes qui nous arrivent par l'Europe, qui ont notamment eu la peau de la culture des graines de moutarde. Rappelez-vous qu'en pleine crise de l'Ukraine, nous n'avions plus de moutarde. Pourquoi ? Parce que c'est l'Union européenne qui avait interdit le pesticide qu'il faut pour avoir une culture de la moutarde. Donc du coup, nous allions nous fournir auprès de l'Ukraine. L'Ukraine étant en guerre, nous devions aller au Canada, mais le Canada avait des problèmes climatiques, donc ça avait réduit ses exportations. Donc nous n'avions plus de moutarde. C'est comme ça tout le temps. Et puis, juste parce que... Vous allez dire que je suis souverainiste, mais vous n'auriez pas forcément tort. Il n'y a pas très longtemps, il y avait encore l'ex-président de EDF à la commission qui nous expliquait que c'est les écologistes et les Allemands qui avaient eu la peau de notre filière nucléaire et de notre énergie pas chère. Les écologistes, il y a peut-être un truc à faire là, non ? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les uns, non, ça vous a pas. Moi, je ne suis pas assez calé. Je comprends ce que vous dites, mais je ne suis pas assez calé. Non, mais il y a beaucoup d'idéologie. Il y a beaucoup d'idéologie. Bien sûr, mais quand on dit il y a les écologistes, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, vous avez du bon et du mauvais partout. Effectivement, vous avez des écologistes radicaux. Il y en a plein. Mais vous avez aussi une écologie qu'on entend moins, c'est vrai, qui est un peu plus réaliste. Donc, moi, j'entends ce que vous dites, mais sur le nucléaire, c'est encore un petit peu plus compliqué que de dire que c'est l'Europe et les écologistes européens qui ont eu notre énergie. Oui, enfin, à mon sens, un petit peu plus compliqué. Après, j'entends ce que vous dites, et c'est vrai, sur les néocotinoïdes, vous avez raison, parce que c'était un projet de loi que j'avais suivi à l'époque, et c'est vrai que, alors, plus Ségolène Royal que Barbara Pompili, d'ailleurs. C'était sa secrétaire d'État, Pompili. Donc, plus Ségolène Royal avait eu la peau de cette histoire-là. C'est vrai. On parle d'idéologie, on l'a pas évoqué ici, mais je ne sais pas si vous avez suivi qu'à Toulouse, donc c'est le mois queer, et au cours de ce mois queer, eh bien 2 drag queens devaient animer un atelier auprès d'enfants. 2 drag queens devaient raconter des histoires à des enfants. Ça a été finalement annulé. Ça a suscité beaucoup de réactions, mais moi ça m'a interpellée quand même, parce que je trouve que c'est un peu curieux d'envoyer des drag queens dans une médiathèque auprès d'enfants. Je sais pas ce que vous en pensez. Au courant. Oui, je ne savais pas au courant. Voilà. Donc, c'est quoi la vertu pédagogique ? J'ai pas compris. C'est pour les sensibiliser à l'ouverture d'esprit, à la transphobie, lutter contre la transphobie. Donc voilà. Les drag queens ne sont pas tous trans, si je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est parfois des hommes ou des femmes qui se déguisent. Oui, voilà. Non, donc le maire de Toulouse a en tout cas décidé de déprogrammer cet atelier pour enfants. Et puis un mot aussi sur le maire de Lyon, alors qui s'est défendu d'avoir annulé un voyage à Auschwitz. Je rappelle qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est l'anniversaire de la libération. Il y a 78 ans du camp d'Auschwitz. Des élèves devaient partir à Auschwitz. Donc il dit que c'est une fake news qui a circulé en disant qu'il avait annulé ce voyage parce qu'il ne voulait pas, au nom du bilan énergétique, que les enfants prennent l'avion. Il a argumenté sur le fait que c'était à cause de la guerre. Mais l'argument ne tient pas, Valérie. Non, il dit que c'est à 250 km. Je pense qu'il faudrait qu'il revoie sa géographie. Pas vrai. C'est 1200 km non, minimum. Puis surtout au mois de janvier, il y a eu de très nombreux voyages de groupes politiques. Il y avait toutes les sensibilités de la mairie de Paris. Il y a le CRIF qui fait son voyage annuel, donc c'est un argument qui ne tient pas. Ce qu'on peut lui opposer, c'est qu'en parallèle, il a reçu en grande pompe à la mairie Salah Hamouri, personnage très controversé. Exactement, sans inviter de personnages et de représentants de la communauté entre guillemets israélienne ou communauté juive. Donc c'est vrai que c'est quand même très bizarre. L'argument, 2 le timing. Et puis bon, il en est pas à son coup d'essai non plus, le maire de Lyon. Donc après tout ce qu'il avait annoncé, on va pas faire ici la liste, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. On continue notre tour de table et puis on parlera des demandes d'asile qui ont explosé en France. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Frédéric Dabi, Alex Darmon, Caroline Valentin et Gaëtan Dussaucet pour commenter l'actualité. On continue notre tour de table. Gaëtan, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule sur les chiffres qui sont sortis donc maintenant il y a quelques semaines sur le nombre de faillites en 2022 d'entreprises. On en compte donc 42 500 qui ont mis la clé sous la porte durant l'année 2022. C'est une augmentation de 50% par rapport à 2021. Alors, il faut relativiser d'une certaine manière, si je puis dire, puisque en réalité, en fait, on retrouve quasiment un nombre de faillites qui est quasiment similaire à l'avant-Covid, à l'avant-crise, pour une simple et bonne raison, c'est qu'évidemment, tous les dispositifs qui avaient été sortis par le gouvernement d'Emmanuel Macron, à savoir le quoi qu'il en coûte, avec notamment le fameux PGE, le prêt garanti par l'État, avaient permis finalement à quelques entreprises de se maintenir un peu, de maintenir la tête hors de l'eau et donc de continuer finalement leurs activités. Là, le problème que l'on a, c'est qu'en réalité, s'il y a donc plus de 50% du nombre de faillites, ce chiffre est encore plus important chez les PME, les petites et moyennes entreprises, et on sait à quel point elles sont essentielles, notamment pour la vie économique et le développement économique d'un certain nombre de territoires. Là, on est à plus 78% en ce qui les concerne, et tout ça, en fait, c'est un peu, et là où il y a une véritable inquiétude, et il faut que l'État s'en mêle, c'est qu'en fait, ce n'est que le début de la vague, puisque là, le nombre de faillites, en réalité, sont liés aux demandes de recouvrement des dettes par le biais notamment de l'URSSAF, de ce fameux PGE, mais ne sont pas encore liés finalement à la situation notamment des factures d'énergie qui ont considérablement explosé. Donc on risque d'avoir une situation qui va s'aggraver avec le temps long. Et c'est vrai que ce matin, j'avais envie d'apporter à ce micro un coup de gueule sur l'inertie du gouvernement, toujours sur cette question énergétique, sur la question des factures d'électricité et sur la question essentielle, évidemment, du marché européen de l'électricité, qui oblige finalement à une explosion des factures d'électricité par 3, par 4, une multiplication par 3, même par 10. Non, ce que je trouve très intéressant dans votre propos, Gaëtan, c'est que vous mettez la focale sur la réalité du tissu entrepreneurial français. Je trouve que les médias, je trouve que les politiques, alors la gauche de la gauche parle des milliardaires, des boîtes du CAC 40. J'ai un grand scoop pour vos auditeurs. Il y a 40 boîtes au CAC 40. Il y a plusieurs millions d'entreprises en France et 94% du tissu français, c'est des entreprises de 0 à 19 salariés qui, j'imagine, sont massivement concernées par le phénomène que vous décrivez. Bien sûr. Oui. Caroline, Valentin, sur ces petites entreprises dont on parle assez peu. Et je permets une petite incise, excusez-moi, dans une enquête faite pour Fiducial, on faisait un baromètre des TPE, le salaire moyen d'un patron déclaré, c'était moins de 4 000 euros par mois. C'était entre 3 000 et 3 500 euros. Vous voyez, on est loin des milliardaires. Bien sûr. Pardon. Exactement. Et on est loin. Alors, première remarque, on est loin de cette espèce de lutte des classes que la gauche veut sans arrêt exploiter, qui opposerait les milliardaires coincés dans leur bunker, comme avait dit, je crois, Tondulier, je crois, et avec les pauvres qui sont exploités par eux. Effectivement, les employeurs en France, c'est majoritairement des PME, TPME, qui ont énormément de mal à recruter en ce moment. Après, c'est très intéressant parce qu'effectivement, maintenant, nous sommes à une période où les PGE vont devoir être remboursés et où l'État ne fait rien. En fait, on se rend compte que ce PGE, c'était quasiment un outil de communication entre les mains du gouvernement pour justifier le quoi qu'il en coûte en disant on va sauver 100 000 personnes, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas, comme vous pensez peut-être que ça pourrait être le cas, sacrifier des millions d'autres qui vont peut-être pas mourir, mais leur vie va être détruite en fait, parce qu'elles vont perdre leur entreprise, parce qu'elles vont perdre leur métier, parce qu'elles vont tomber en dépression comme les jeunes, parce qu'elles vont se dégrader, s'effondrer cognitivement comme les vieux. En fait, ce quoi qu'il en coûte, c'était une espèce de pommade qu'ils nous ont passé pour dissimuler tout ça. Ça a aidé des entreprises, non ? Ça a aidé des entreprises. Et puis le quoi qu'il en coûte, c'est les salariés surtout. Les salariés, voilà. Vous ne pouvez pas dire que ça a été une pommade, le quoi qu'il en coûte. Enfin, honnêtement, ça a aidé des millions de gens en France pendant le Covid. Donc on ne peut pas vous laisser dire que c'est une pommade. Non, mais d'accord, mais donc on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en 2020. Et même le PGE, vous parlez de PGE en disant que ça a été une pommade. Ça veut dire quoi, PGE ? C'est quoi ça veut dire un prêt. C'est un prêt garanti par l'État. Garanti par l'État, mais c'est un prêt. Donc, mais qu'il faut rembourser. Mais je suis d'accord, mais c'est un prêt. C'est un prêt qui était garanti par l'État. Donc c'est dans le sigle même. On peut pas tout oublier parce qu'on est aujourd'hui en 2023. On peut pas oublier qu'on a été dans un pays qui a aidé les plus fragiles en 2020 pendant la crise du Covid. Moi j'entends ce que vous dites. C'est sûr que c'est compliqué. Mais le quoi qu'il en coûte, ça coûte à qui ? Ça coûte à qui en fait ? Ça coûte à l'État et ça coûte à. Non mais there is no such thing as public money comme dirait.
Thatcher. Ça coûte à tout le monde, en fait. Très bien, elle a raison, Thatcher. Mais en tout cas, ça coûte. Ce que je veux vous dire, c'est que ça coûte à l'État, ça coûte à vous, ça coûte à moi, c'est mes impôts. Non, mais moi aussi, j'ai une entreprise, figurez-vous. Donc justement, ce que je suis en train de vous dire. Mais elle va devoir rembourser maintenant. Écoutez pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle va devoir rembourser, la mienne aussi. Mais j'étais bien content à l'époque de pouvoir trouver ce prêt. Je suis désolé. J'étais dans une galère pas possible. Alors je dis pas que c'est. Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir rembourser. Je vais étaler. Je vais étaler, je vais commencer à rembourser. J'ai commencé à rembourser progressivement. Voilà, c'est ce qu'on appelle un prêt. Sauf qu'on le doit garanti par l'État. Mais il a coûté beaucoup d'argent qu'on veut devoir rembourser. À un moment, on arrive où il y a beaucoup d'inflation, il y a une crise, et en plus, les entreprises ont beaucoup de marge côté. 60% ont dû. En fait, le problème, c'est que c'est un peu symptomatique de la manière du gouvernement de régler les problèmes et les situations de crise, que ses propres décisions d'ailleurs ont quand même engendré. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. C'est un peu la même chose qu'avec la politique du chèque. En fait, ils sortent finalement le chéquier. Mais ils ne répondent pas après aux problèmes structurels. Et là, notamment en ce qui concerne le PGE, alors bien sûr, il y avait une situation internationale, une situation de crise, de confinement, etc. Mais il y a quand même un problème structurel de l'autre côté, qui est comment on fait de la création de richesse, de la création d'activités en France. Là, notamment dans le débat qu'on a autour des retraites, on redécouvre que la productivité en France et la création de richesse est au plus faible. Là où dans l'intégralité des pays européens, on a une productivité qui est en croissance, et bien en réalité, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, la création de richesse en France stagne et il n'y a absolument aucune valeur ajoutée. Donc c'est un peu symptomatique et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce genre de débat aujourd'hui de ce gouvernement qui finalement n'apporte pas de réponse de fond, de réponse véritablement structurelle qui permettrait de mettre le pays sur la voie un peu d'un redressement économique. Alex Darmon, coup de gueule qui va nous emmener sur notre premier débat. Mon coup de gueule, c'est sur la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui déclare que la mairie sera fermée. Alors c'est un élément de langage, que la mairie sera fermée mardi lors de la prochaine journée de grève, en nous annonçant qu'il y aurait même une banderole sur l'hôtel de ville en soutien aux manifestations et contre la réforme des retraites. Contre la réforme des retraites, mais en parallèle, on apprend quand même que les mariages se dérouleront normalement, que les services civiques fonctionneront normalement. On appelle les gens, les salariés de la mairie de Paris qui ne sont pas en grève à télétravailler, donc à ne pas venir. Mais bon, c'est pas besoin de les appeler. Donc c'est de la com. C'est de la com et c'est ce qu'elle fait beaucoup en ce moment, Anne Hidalgo. On l'entend beaucoup sur tous les plateaux, mais sur plein de sujets. On l'avait entendu on en avait parlé déjà ici sur les trottinettes, sur le fait qu'il fallait faire un référendum pour savoir s'il fallait encore avoir des trottinettes à Paris et demander leur avis aux Parisiens. On l'entend beaucoup sur le Paris Saint-Germain en ce moment, sur le coût du Parc des Princes, est-ce qu'il faut le vendre ? Maintenant on l'entend sur la grève. En fait, elle revient tout doucement dans le jeu et surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle répond à une demande de Fabien Roussel. Et ça va venir, ça va être un autre sujet. Mais c'est quelle est la gauche ? Qui est la gauche aujourd'hui, en fait ? À qui on doit répondre aujourd'hui quand Fabien Roussel demande aux maires, et il y a plein de maires qui vont le faire, mais des maires communistes majoritairement. Là, c'est une maire socialiste qui répond à Fabien Roussel en disant je ferme ma mairie et je ferme l'hôtel de ville. Je trouve ça un peu bizarre et c'est un peu perturbant en fait. En fait, on sait pas où on en est en vérité sur l'échiquier politique. Et aussi l'autre question, c'est de savoir est-ce que c'est son rôle de dire je vais fermer la mairie de Paris. En fait, ne pas le faire. Soit elle prend une décision, c'est comme une trottinette. Elle fait un peu du en même temps, là, macroniste. Non, mais je trouve ça très intéressant ce qu'a dit Alexandre. Alex, ça rejoint votre sondage. Ça rejoint le sondage. Et puis, c'est clair qu'il y a eu un moment de silence total d'Anne Hidalgo vis-à-vis des médias. Elle refusait de parler aux journalistes, y compris dès la fin de sa campagne. Depuis quelques semaines, elle revient sur l'agenda parisien et national, en n'ayant peut-être pas conscience qu'elle est très fortement monétisée. Elle et Valérie Pécresse... Démonétisée, pardon, excusez-moi. Elle et Valérie Pécresse sont les personnalités avec Marine Le Pen, mais même plus que Marine Le Pen, avoir le plus de mauvaises opinions dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Et c'est vrai que par rapport au mouvement social, c'est un grand classique que des partis politiques plutôt de gauche cherchent à embrayer, cherchent à surfer. Alors Jean-Luc Mélenchon le fait de manière encore plus forte avec une manifestation hier, mais les Français ne sont pas sur une logique gauche-droite, ils sont sur une logique de soutien ou de rejet. En l'espèce, c'est un rejet vis-à-vis d'un projet de loi et la réforme des retraites. C'est vrai que notre sondage, on va en parler peut-être tout à l'heure, montre qu'une gauche absolument décrédibilisée. Anne Hidalgo, pas toute la gauche. Pour enfoncer le clou, en plus, j'entendais Rachida Dati dénoncer
annoncé le fait qu'elle ait annulé elle a annulé une séance du Conseil de Paris. C'est-à-dire que c'est quand même l'endroit de débat pour la mairie. Et donc, il y en a. Alors, les socialistes essayent de minimiser en disant que oui, ce n'est qu'une de moins, mais normalement, il y a plus de séances. Là, il y en aura 3 séances du Conseil de Paris sont programmées pour le premier semestre. Donc, c'est plutôt 4-5. Ouais, oui, c'est ça. Donc, inédit quand même en dehors de période électorale. Sur la fermeture de la mairie de Paris et de certaines mairies. En soi, vous savez qu'avec le Rassemblement national, on est évidemment très opposé à cette réforme des retraites et à la retraite à 64 ans qui est proposée par Emmanuel Macron. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de la contestation et de l'opposition à ce projet de loi, on l'accueille plutôt avec bon esprit. Maintenant, si vous voulez, il faut être sérieux dans l'opposition. Et il est vrai que si, en effet, il y a des annonces, des coups de communication qui sont faites par la mairie de Paris et par Anne Hidalgo, annonçant qu'ils vont fermer, alors qu'en réalité, ils ne ferment pas vraiment, ils gardent juste un certain nombre de services qui permet finalement de garder un peu, tirer la couverture médiatique à soi le temps du débat. En réalité, c'est pas sérieux. Cette crédibilité, il faut aussi la retrouver, notamment sur sur l'intégrité d'un certain nombre de responsables et je pense surtout aux responsables de gauche, parce que aujourd'hui ils sont tous offusqués, on a l'impression qu'ils découvrent le projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron, alors que, désolé de le rappeler à nouveau, mais c'était quand même la seule mesure sur laquelle le président de la République a fait campagne en 2022 pendant sa campagne présidentielle. Donc en réalité, quand ils ont tous, au soir du premier tour, à 20h01, annoncé qu'il fallait appeler pour Emmanuel Macron, ils ont de facto appelé à voter, entre guillemets, pour le seul candidat qui proposait la retraite à 64 ans. Donc on a souvent entendu ce mot depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, Tartuffe. Voilà, il y a une certaine hypocrisie finalement de ces responsables de gauche qui aujourd'hui jouent les manifestants et les opposants à la politique d'Emmanuel Macron, alors qu'ils l'ont tous conduit finalement à pouvoir la mener lors de la dernière élection présidentielle. Caroline, Valentin, sur la grève dans les mairies et en particulier à la mairie de Paris, de la com. Moi, je comprends pas tellement l'intérêt de fermer une mairie. Une mairie, c'est un lieu administratif qui fournit des services aux gens de la municipalité. Je comprends pas pourquoi il faudrait punir les gens de cette municipalité dans le cadre... En fait, d'une certaine façon, c'est un hold-up d'une personnalité politique qui est le maire sur une fonction administrative qui est la mairie pour les besoins de servir son image politique dans le cadre d'un mouvement de grève. Franchement, je trouve ça assez inacceptable. Fabien Roussel a voulu... là, montrer son poids politique, en fait. Il fait cet appel et si Hidalgo y répond, ça veut bien dire qu'en fait, elle essaie de se mettre à la remorque de la popularité de Roussel et elle essaie de se raccrocher à ça. Mais vous savez, une fois de plus, on est toujours sur la com. J'ai envie de leur dire, mais quand est-ce que vous nous parlez du fond, en fait? Bien sûr. Et puis, ça me fait penser... Ce matin, j'entendais que les deux plus grands dépensiers de la campagne électorale de 2022, c'est Macron et Pécresse. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être moi. Vous avez vu la campagne électorale de Macron? Non. Personnellement, elle est passée inaperçue. Alors, il y a eu des meetings, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une campagne classique, compte tenu notamment de ce qui s'est passé en Ukraine. Où est passé le pognon? Vous voyez ce que je veux dire? Le pognon pour tout ça, pour de la com et pour finir pour du vent. Est-ce que vous avez vu les vœux de certains ministres, en particulier de la ministre de la Culture? C'est de la com aussi et ils ont tous fait de la com. Allez, petite pause, 9h29 sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, on va parler de cette gauche. Caroline, on a recommencé. Pardon. Et avec vous, Frédéric Dabi, et ça rejoint ce que disait à l'instant Alex Darmon sur Fabien Roussel, qui semble être, c'est ce qui ressort de votre sondage, le leader de la gauche le plus crédible. Oui, alors c'est une question historique que l'IFOP pose depuis maintenant une dizaine d'années. On l'a fait pour le JDD, on l'a fait pour Sud Radio. Qui incarne le mieux la gauche aujourd'hui? Est-ce qu'on incarne bien les idées et valeurs de gauche? Ce qui est très notable, c'est au-delà de la hiérarchie, c'est que personne n'atteint 50%. Il n'y a pas une majorité de Français à dire, alors que c'était le cas par le passé pour Manuel Valls, et c'était le cas pour François Hollande, même pour Jean-Luc Mélenchon, en février 2022, 51% des Français considéraient qu'il incarnait bien la gauche. On n'est plus qu'à 36%, moins 15. Ce sondage enregistre la vraiment désaffection et le trou d'air d'opinion que connaît l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Effectivement, Fabien Roussel arrive en tête à gauche avec 43%, 38% pour François Hollande, 37%
pour François Ruffin et seulement 36 pour Jean-Luc Mélenchon, 22, moins 14 points par rapport à février pour Anne Hidalgo. Voilà, c'est intéressant de voir à travers une simple question, il ne faut pas lui donner trop d'importance, mais qu'il y a un vrai problème d'incarnation et d'adéquation entre les personnalités et les valeurs et les idées de gauche. Est-ce que c'est un effet pervers de cette NUPES qui ne séduit pas tous les sympathisants de gauche, loin de là, dans notre dernier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Match, Emmanuel Macron a encore un tiers de soutien chez les sympathisants de gauche. Alors quand on regarde ce que nous disent les sympathisants de gauche en tant que tels, Jean-Luc Mélenchon arrive de peu en tête, mais il perd pareil 10 points par rapport à 2022. Il perd beaucoup, c'est ce qui est intéressant, cette comparaison, c'est la comparaison qui est faite avec les précédents sondages. Il est au coude à coude avec Fabien Roussel. Et autre question, est-ce qu'il est un atout, Jean-Luc Mélenchon, un handicap pour la gauche, pour la NUPES, pour la France insoumise? Maintenant, on a une nette majorité de Français, encore plus fort qu'au mois de septembre, à dire qu'il n'est pas un atout, il est plutôt un handicap. Voilà aussi, qualitativement, les reflets de sa difficulté dans l'opinion. Mais c'est intéressant de voir que c'est Fabien Roussel qui arrive en tête des personnalités les plus crédibles à gauche. Oui, c'est vrai. Alors c'est lié. Alors c'est pas le même rapport de force électorale entre Mélenchon et Fabien Roussel, mais il a réussi à s'imposer pendant la campagne présidentielle. Fabien Roussel, il est aussi en distinction par rapport à des propos qu'on va qualifier d'exotiques de Sandrine Rousseau. C'est quelqu'un qui est maintenant dans le paysage politique et qui est incontournable dans le baromètre Match. Il est dans les 10 premiers. Oui, un commentaire. C'est vrai que ça pose un peu la question de quelle gauche on parle, parce que c'est vrai qu'en fait on peut voir un peu deux gauches un petit peu différentes. Il y a une gauche à la Fabien Roussel qui ressemble un peu plus à la gauche telle qu'on l'a toujours imaginée, un peu dans l'imaginaire commun. Voilà, une gauche un peu plus laïque, républicaine, très étatiste, etc. Et puis de l'autre côté, une gauche à la Sandrine Rousseau, quasiment indigène, qui est plus portée sur des questions de société que sur les questions sociales, etc. Donc toute la question est de savoir un peu de quelle gauche on parle. Et c'est vrai que sur la forme comme sur le fond, on voit qu'il y a quand même un tournant qui a été pris, notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, par la gauche de manière générale, et qu'on retrouve même à l'Assemblée nationale, qui est, je trouve personnellement, assez inquiétant. Très clairement, aujourd'hui, la gauche, elle a fait le choix, par exemple, de privilégier à fond le sociétal plutôt que le social. Quand, lors de sa niche parlementaire, par exemple, ils ont préféré faire passer avant tout le projet de loi d'Aymeric Caron sur la corrida, et du coup de relayer aux oubliettes la question de l'augmentation du SMIC dans une période quand même d'inflation et une période de crise de pouvoir d'achat, ça dit beaucoup de choses sur l'état de la gauche dans notre pays. Et sur la forme, bien évidemment, on voit en parallèle, et justement au travail et au sérieux que peuvent avoir nos députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, eh bien on voit un peu ce cirque, cette espèce de tentative de transformation en ZAD de l'Assemblée nationale par la NUPES, qui de fait ne plaît pas aux Français, parce que ce n'est pas ce qu'on attend de la part de nos responsables politiques. Commentaire. Ce qui est terrible dans ce sondage, c'est le contexte dans lequel il est fait. On est quand même en pleine réforme des retraites, en pleine manifestation, en plein mouvement social, et c'est vrai que y a pas d'incarnation à gauche. Quand vous réfléchissez, quand vous essayez de sortir des visages que ce soit des écologistes, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste, où il faut le rappeler, il n'y a eu que 20 000 votants et ils n'ont même pas réussi à faire une élection digne, ou de la France Insoumise, vous n'avez pas de tête pensante, vous n'avez pas de leader charismatique à la tête de cette NUP qui doit être normalement une coalition de partis de gauche. Donc ça déjà, c'est un premier point qui est alarmant. Et la deuxième chose, c'est quand même, c'est pas étonnant non plus. Je veux dire, l'élection présidentielle en 2022, le parti de gauche n'était pas au second tour. Un parti de gauche n'était pas au second tour. Donc moi, j'ai une simple question, c'est où sont passés ces électeurs ? Où sont passés les électeurs de gauche ? Parce que si vous n'avez pas d'adhésion auprès d'une personnalité politique, un homme, une femme, qui incarne quelque chose à gauche, ça veut dire que vous n'avez plus d'électeurs non plus, que vous n'avez plus de gens qui suivent un courant et un mouvement et qui ont envie de suivre un mouvement politique. Donc ça, pour moi, c'est ça la vraie question. Où sont passés les électeurs qui avaient voté à gauche en 2007 ? En 2012 et peut-être même un petit peu en 2017 par adhésion. Je suis incapable de vous le dire. Alors il y en a qui vous diront qu'ils ont rejoint votre parti, le Rassemblement national. Il y en a d'autres qui ont rejoint Emmanuel Macron. Beaucoup Macron. Bien sûr, c'est une frange sociale démocrate, laïque, républicaine, qui ne se reconnaît pas du tout dans certaines dérives indigénistes. Et puis c'est vrai que ce tout sociétal, c'est en décalage avec les préoccupations des Français. Mais il y a quand même... Il faut reconnaître que la NUPES a réussi à créer une sorte d'union pendant les élections législatives. Ça a permis à la gauche de sauver des meubles. Mais c'est vrai qu'entre différentes formations
de la NUPES, entre la France insoumise qui est hégémonique à gauche, c'est pas le centre de gravité du peuple de gauche qui est plutôt, sur une gauche social-démocrate, attachée aux questions sociales, écologiste, et c'est ce qui explique encore que malgré son trou d'air dans les enquêtes d'opinion, il y a encore, malgré on parle de droitisation d'Emmanuel Macron, je trouve ça un petit peu, ça ne résiste pas au fait, qui fait qu'il y a encore des sympathisants de gauche qui le soutiennent parce que, en termes d'alternative, c'est une valeur refuge. Ils ne se voient pas voter pour la NUPES. Caroline, Valentin. Alors, moi, je pense, je vais être plus tranchée que Gaëtan. Il y a une gauche multiculturelle et sociétale qui est celle qui a pris l'orientation de cette fameuse note Terra Nova qui avait été faite au Parti socialiste, qui avait conseillé au Parti socialiste à l'époque d'abandonner les classes populaires pour poursuivre un autre électorat sur une base en fait multiculturelle. Et qui c'était pas tout à fait ça la note, mais c'est pas. Enfin, c'était aussi les jeunes, les femmes, les jeunes, les femmes, etc. Mais je suis obligée d'aller vite, mais grosso modo, c'est très bien expliqué dans le remarquable livre de Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, qui vient de ressortir et qui vraiment explique l'évolution de la France sur ces 40 dernières années de manière absolument brillante et passionnante. Donc, et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ce programme, ce sondage, quand on regarde, en fait, tous les gens qui représentent cette gauche multiculturelle sont en dessous. En fait, donc il y a un rejet massif par la France en général de cette gauche multiculturelle, alors même qu'on nous rebat les oreilles de tout ce qu'elle représente, de la transphobie, de l'écriture inclusive, des sapins de Noël en bois, des décisions écologistes complètement stupides, parce que les écologistes intelligents, ils existent vraisemblablement, j'en suis sûre, et on est je crois même autour de cette table pour l'environnement, mais malheureusement c'est pas eux qui s'expriment. Donc je crois que ça c'est le premier point. Et deuxième point, où sont les électeurs de gauche? Ils sont en partie chez Macron, mais ils sont très clairement en partie au RN. Juste pour donner un exemple, et je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête, au Danemark, le parti jumeau du RN, et d'ailleurs c'est, je dirais, à votre chance et votre risque, mais le parti jumeau du RN est passé de 20% à 2%, quand les partis de gauche se sont saisis de la question migratoire. Tant que la partie de gauche seront immigrationnistes, ils ne réussiront pas. C'est tout. Donc le jour où ils le comprendront, ils reprendront le lead. Est-ce que c'est la question clivante, effectivement, mais bien sûr, la question qui fait la que... question, elle est c'est surtout qu'il n'y a pas tellement de prise de position sur les questions du pouvoir d'achat, sur... Mais c'est la même question. En fait, nous n'avons pas quelqu'un, et c'était le problème de Macron. Macron n'a pas fait campagne, donc il n'a pas dit « voilà la France que je veux ». Et ensuite, en nous dressant un portrait, une vision idéal de la France, comme disait De Gaulle, dont dériveraient toutes les réformes qui suivent. Donc chaque réforme est présentée en silo. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils voient en fait? Les gens, ils voient qu'ils ont de moins en moins d'argent et ils comprennent pas ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Donc on va marquer une pause et on va revenir sur c'est un sondage, je crois, sur des chiffres sur les demandeurs d'asile. C'est pas un sondage, c'est les données officielles. C'est pour ça que j'ai bafouillé. Les demandes d'asile qui explosent en France et en Europe, 16% de plus qu'en 2021. Et puis, c'est une manière effectivement de déguiser l'immigration. L'asile, dit Éric Ciotti, est devenu la porte d'entrée légale de l'immigration illégale. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h, donc c'est à lire ce matin dans le Figaro, c'est repris un petit peu partout, mais en tout cas le Figaro a eu accès aux chiffres que Paris a diffusés à l'Office de l'Union Européenne Eurostat, qui est en fait la source statistique de tout ce qui concerne l'immigration, et la France a été confrontée cette année à une très forte une très forte hausse des demandeurs d'asile, 154 597, c'est-à-dire 16,5% de plus qu'en 2021. C'est un afflux assez important. Et je reprends les mots d'Éric Ciotti, l'asile est devenu la porte d'entrée légale de l'immigration illégale. Alors il faut savoir qu'on refuse aussi un certain nombre de ces demandes d'asile. Il n'en reste pas moins que la France reste le deuxième pays derrière l'Allemagne qui accueille le plus de demandes d'asile. Frédéric ?
Eric. Oui, alors c'est une question. Alors, déjà, dans la hiérarchie des préoccupations des Français, je le dis très tranquillement, la lutte contre l'immigration clandestine n'est pas dans le quintet de tête. On est plus que jamais sur santé, pouvoir d'achat, inflation, éducation, insécurité et climat. Mais c'est un sujet qui préoccupe les Français, bien sûr, parce qu'il y a la question des OQTF, il y a la question des personnes refusées du droit d'asile. Les Français sont relativement rocardiens, au sens rocard de 88. C'est-à-dire ils sont de plus en plus sévères sur la question migratoire. Ils sont quasiment 3/4 et donc ça va au-delà de la gauche et de la droite. C'est pas seulement les sympathisants de Reconquête ou du Rassemblement national ou de droite de manière générale à dire il y a trop d'immigrants en France, c'est quasiment 2/3. Derrière des migrants ou des demandeurs du droit d'asile peuvent se cacher des personnes qui commettraient des actes terroristes, mais ils sont une majorité, il faut le dire. C'était une enquête, une balise IFOP Fiducial pour Sud Radio à dire c'est le devoir de la France d'accueillir des personnes fuyant la guerre et la misère. Donc la misère, c'est pas seulement la guerre, c'est une dimension économique. Mais c'est vrai que le fait que il y a, je crois, et vous me contredirez, je ne suis pas spécialiste de la question, 1/4 des demandeurs d'asile qui sont acceptés officiellement. Que fait-on des 3/4 refusés? Il y a le sentiment que la plupart partent restent. Dans la nature. Voilà. Et c'est ça il y a un lien avec l'autorité de l'État qui est particulièrement mal vécu par des Français de gauche comme de droite. Oui, c'est effectivement Gaëtan Duchosset. Alors, juste pour préciser, ce sont des Syriens, des Afghans, des Vénézuéliens, des Turcs et des Colombiens qui majoritairement demandent Vénézuéliens, il y a une guerre économique. Non, mais je pense qu'il y a quand même deux sentiments vis-à-vis des chiffres tels qu'ils ont été communiqués hier, notamment par Eurostat. D'abord, le premier sentiment, c'est celui que l'on retrouve d'ailleurs sur l'intégralité des sujets, c'est cette perte totale d'autorité de l'État et de contrôle de la part de l'État. Où finalement, on est dans une situation qui est devenue hors de contrôle. Les déboutés du droit d'asile ne sont plus effectivement expulsés, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas le droit, qui ont fait une demande et à qui la France a refusé le titre de demandeur d'asile, eh bien, ne sont pas ensuite expulsés et reconduits à la frontière, à plus de 80% d'entre eux. Il y a, on se souvient notamment sur l'épisode de l'accueil de l'Ocean Viking, où à peine une semaine après, vous avez tout un contingent de migrants qui disparaissent dans la nature, qui sortent finalement de l'administration et on ne sait plus où ils sont, on ne sait pas où ils vont. Donc il y a un peu ce sentiment que finalement, face à un phénomène qui peut dépasser les Français par rapport à l'ampleur, au coût que ça représente en plus, etc., que l'État ne joue pas son rôle de contrôler la situation et de pouvoir garantir une sécurité et un environnement stable. Et à côté de ça, il y a les proportions. C'est-à-dire que les chiffres tels qu'ils ont été communiqués, on parle donc de 154 000 demandes d'asile en 2022, on parle de 320 000 titres de séjour aussi, c'est-à-dire un peu plus de 400 000 personnes. Si vous faites des calculs, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les 2 minutes, vous avez un étranger supplémentaire en France. C'est des proportions qui sont considérables au même moment où le marché du logement est saturé, où les hôpitaux sont saturés, où on n'arrive pas, par le biais de la sécurité sociale, à avoir des comptes à l'équilibre et à venir en aide à tout le monde, où vous avez aussi une insécurité qui grandit et qui explose, notamment dans les grandes villes, où vous avez des migrants qui sont laissés, on l'a vu notamment du côté de la porte de la Chapelle à Paris, etc. Bref, l'immigration est source quand même d'énormément de problèmes et on voit bien qu'avec Emmanuel Macron, en réalité, l'immigration a le vent en poupe. Il a atteint aujourd'hui absolument tous les records en matière d'immigration et alors que les Français, au même moment, sont majoritairement demandeurs à ce qu'il y ait une reprise en main de la situation, à ce qu'on ait à nouveau des contrôles et à ce qu'on puisse avoir une politique d'immigration raisonnable. Oui, il y a le projet de loi. C'est pas 154 000, c'est 137 000. 137 000, pardon. Il y a un projet de loi donc immigration et dans lequel, qui arrive la semaine prochaine et dans lequel l'aide médicale d'État n'est pas évoquée. Et je voyais le chiffre 400 000 allocataires, 1 milliard d'euros chaque année pour donc ces clandestins souvent qui voilà, c'est une exception française. On soigne tout le monde en France. À lire également dans le Figaro les différents graphiques. Les titres de séjour sont en hausse. 320 000, c'est plus 17%. Il y en avait 223 000 l'année dernière. Donc il y a aussi le motif étudiant qui dépasse pour la première fois la raison familiale. Et puis la délivrance de visa long séjour qui est en très forte hausse. La hausse, est-ce que c'est pas lié aussi à l'accueil de réfugiés ukrainiens? Je pense que c'est ça. Il y a ça aussi. Non, il faut dire. Oui, mais vous avez raison. 67 000 Ukrainiens en France accueillis cette année. Et il y a aussi autre chose qu'on oublie. Alors, certains, on a un problème d'immigration en France. C'est pas un problème. On a
a un système qui n'est plus adapté. Moi, j'appelle pas ça un problème. C'est un système qui n'est pas adapté, où effectivement, quelquefois, on rentre trop facilement dans le pays. Il n'y a pas assez de contrôle. Maintenant, quand vous regardez les chiffres en précision et dans la longueur, vous vous rendez compte aussi qu'il y a un phénomène qu'on appelle les dublinés. Ça, c'est important d'en parler quand même. C'est un problème européen. Vous avez des gens qui arrivent en Europe, qui demandent des titres de séjour dans des pays européens, qui ne les ont pas et qui, comme ils ne les ont pas, viennent en France et donc sont comptabilisés dans les demandes d'asile françaises. Ça, c'est un chiffre qui s'élève à presque 30 000, même plus de 30 000 dans les 137 000 dont on a parlé. Non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que c'est énorme. Ça veut dire que le problème, il n'est pas que national. Non. Le problème est européen. Attention, parce que la question de l'asile, en fait, n'est qu'une petite partie, c'est une petite partie de l'immigration. On part quand même sur les titres de séjour avec des augmentations qui sont quand même assez exponentielles et qui posent un véritable problème, parce que c'est dans des proportions qui sont considérables. Mais je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire par là, c'est quand vous avez les Dublinés et que vous avez une nouvelle chef de gouvernement en Italie, Meloni, qui arrive et qui serre la vis, et forcément, vous allez plus en récupérer de ces Dublinés sur le territoire français. Donc en vérité, on peut dire que tout va passer par la loi immigration qui commencera le 1er février. Ça va être quand même chargé entre les retraites et la loi immigration. N'allez pas dans le quartier de l'Assemblée nationale, je pense, dans les semaines qui viennent. En tout cas, avec ces 2 projets de loi qui vont arriver et ce projet de loi d'immigration, ça ne passera pas que par le projet de loi en France. Il va falloir que l'Europe, que les différents partis européens se saisissent de cette question-là, parce que de toute façon, on aura beau agir en France, si vous n'avez pas d'uniformité européenne, ça continuera, quoi qu'il arrive. Alors, c'est vrai et c'est pas uniquement vrai. Il y a des choses que nous on aurait pu faire et qu'on n'a pas faites. Ouais. On a supprimé le délit de franchissement illégal de la frontière. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ouais. Mais on l'a fait. Ça a été supprimé quand ça ? Ça a été supprimé, je me rappelle plus. Mais il y a plusieurs années. D'accord. Je me demande si c'est pas Valls, mais je suis pas sûre. On n'applique pas jamais le délit de détention illégale de faux papiers. On a un délai de rétention dans les centres administratifs de rétention qui est le plus faible. On pourrait faire plus, l'Europe nous autorise à faire plus, mais on ne fait pas. On ne sait pas pourquoi. Et donc, on diffuse, mais... Ouais. Ça vient de tout le monde. C'était même sur ce plateau il y a quelque temps. Ouais. L'idée dans l'opinion qu'on est on est submergé par une vague contre laquelle on ne peut rien. Donc on se renvoie à la balle entre l'Europe, la France et tout. Et puis je crois que quand Frédéric dit, les Français disent la lutte contre l'immigration illégale n'est pas le centre de leurs préoccupations, c'est aussi parce qu'on leur a dit mais de toute façon on ne peut pas lutter. On est complètement, on ne peut rien faire. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Vous avez cité le Danemark, par exemple, qui a une politique en matière d'immigration, le Danemark, qui a une politique en matière d'immigration, qui d'ailleurs reprend une partie de nos propositions. Absolument. Et qui est très efficace. Mais c'est ce que je vous disais, le RN du Danemark est passé de 20 à 2%. Oui, mais ça, c'est des intérêts électoraux. Ce qui m'intéresse, c'est comment on reprend la politique d'immigration en France, comment on reprend le contrôle. Moi, on entend encore que le sujet d'immigration, discuter du sujet d'immigration est un problème. Ouais. C'est un problème, que votre député RN, dont le nom m'échappe à chaque fois, ait été sanctionné pour avoir tenu un débat, un débat politique, en disant quelque chose. Non, c'était un débat politique dans une assemblée. Il a le droit dans l'assemblée de dire qu'il souhaite que les gens qui viennent illégalement en France ne viennent pas. Si, il a dit qu'il retourne en Afrique. Non, mais là, vous avez raison, c'est qu'en plus. Et c'est grave. Je suis désolée, c'est grave. Mais parce que ça correspond à une tendance qui existe depuis des années. On ne peut pas discuter de ce sujet en France. Il va falloir en parler avec la loi immigration, ça va... Oui, mais alors attention là-dessus, parce qu'il y a quand même une espèce d'effet de coup de communication de la part du gouvernement. De toute façon, le gouvernement a bien compris. La question migratoire, la question de l'immigration fait un consensus parmi la population française, parmi le peuple français. On a rappelé les chiffres, 65% estiment qu'il y a trop d'immigration en France, 70% veulent qu'il y ait un durcissement en matière de politique d'immigration. Donc le gouvernement, évidemment, a compris qu'il y avait un problème, mais qu'il y avait aussi, finalement, une aubaine pour lui à avoir, du moins en apparence et du moins dans sa communication, de donner un peu ce sentiment qu'on allait avoir enfin un retour du contrôle sur nos politiques migratoires. Mais quand même, dans ce projet de loi d'asile et d'immigration, qui est le second projet de loi du gouvernement, parce qu'ils en ont déjà fait un en 2018, lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, il y a des choses qui, sous couvert de jolis mots et de jolies attentions, en réalité, vont encore à nouveau encourager l'immigration dans notre pays. Quand on parle notamment de répartir les migrants, parce que c'est de
cela qu'il s'agit dans le projet de loi asile-immigration du gouvernement. On ne parle pas effectivement reconduire les personnes qui n'ont pas le droit à l'asile, les personnes qui n'ont absolument aucune raison valable et légale de se maintenir sur notre territoire. On parle de les répartir pour finalement essayer de répartir aussi les problèmes qui sont liés à tout ça. De la même manière, je rappelle aussi la déclaration de Gérald Darmanin qui voulait régulariser les clandestins à partir du moment où ceux-ci détiennent un emploi. Tout cela, c'est évidemment une énième pompe aspirante que l'on met à disposition de l'immigration et qui ne va pas arranger les choses. Bien au contraire, ça va ne faire que les encourager. Frédéric, non, le débat, vous allez, j'imagine, poser un certain nombre de questions aux Français sur ce qu'ils souhaitent. Oui, alors sur la question migratoire, oui, c'est vrai que je disais que les Français sont assez, comment dire, non, ils ont cette demande de sévérité accrue. La question de l'autorité de l'État, de la perte d'autorité de l'État et de contrôle et de dépossession est très très mal vécue, mais ils ne vont pas être aussi sur quelque chose de trop sévère. Et c'est vrai qu'il y a eu une première loi asile et immigration, c'était sous Gérard Collomb, et le gouvernement s'en était pas si mal tiré en termes d'opinion, parce qu'on avait le sentiment qu'il tenait un point d'équilibre entre une gauche de la gauche jugée trop immigrationniste et irréaliste, et le Rassemblement national ou d'autres formations jugées trop excessif. Mais je le répète, pour un peu compléter ce que vous avez dit, Caroline, excusez-moi. Valentin, donc je me trompe pas complètement. Excusez-moi. Non, mais si, quand même, on n'écorche pas les noms. Je n'ai pas dit que l'immigration n'était pas une priorité pour les Français. C'est jugé moins urgent et tout à fait prioritaire que les grands sujets de l'heure, et notamment le pouvoir d'achat, et les deux grands sujets sur lesquels se focalise le sentiment que le pays est en déclin: la santé, situation de l'hôpital, et l'éducation, la situation de l'école. Voilà. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média, et puis le point sur l'actualité avec la démission de Bernard Laporte, il a démissionné. Voilà. C'est à suivre dans un instant.